Chapitre 17, 7. Deuxième vision divine. La deuxième vision du divin que j'ai eue, je me tenais contre la face intérieure d'une sphère immense, creuse, énergétique. J'étais une bulle de pure conscience. Cette bulle a la particularité de ne jamais se retourner, toujours contempler le centre en béatitude, extase permanente, jouissance extrême. Toute autre pensée a disparu. Plus aucun souvenir terrestre, remplacé par quelque chose d'impossible à transmettre, mais qui est extraordinaire au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. Il y avait au centre une grosse, immense, gigantesque boule. Un peu comme la galaxie sphérique que j'ai évoquée précédemment. Mais au lieu d'être constituée d'étoiles, elle était constituée de bulles de conscience que sont les âmes. Ces bulles gravitent tout autour éternellement. À des moments, elles plongent à l'intérieur comme une comète. Toutes contiennent une sorte d'hologramme du divin, comme la cellule contient l'ADN. C'est ce qu'on appelle l'étincelle divine à l'intérieur de chacun. Et aussi la véritable signification de l'homme créé à l'image de Dieu. À ceux qui ne savent pas ce qu'est un hologramme, prenons-en un qui représente la tour Eiffel. Si on le coupe en deux, on n'aura pas deux moitiés, mais deux tours Eiffel rigoureusement identiques. En les coupant de plus en plus, on obtiendra autant de petites tours Eiffel, toutes identiques. Les bulles de conscience ont donc toutes les mêmes potentialités, mais aussi chacune leur particularité. Quand elles ont plongé se fondre à l'intérieur de la grande boule, elles font partie intégralement de ce qu'on appelle Dieu. Mais quand elles ressortent et gravitent autour, elles s'individualisent et manifestent l'envie d'entrer dans le grand jeu de la création matérielle. Dans les fourmilières ou les ruches d'abeilles, la reine n'est qu'une pondeuse. Elle ne dirige rien, ne commande rien. C'est l'ensemble des fourmis ou des abeilles qui forment une entité capable de faire des choix, de prendre des décisions. C'est le même principe pour la sphère divine. C'est l'ensemble qui gouverne. On peut donc dire que Dieu est à la fois unique et multiple. Alors comment comprendre le fait qu'il y eut 4 visions totalement différentes? On a une première réponse dans les étoiles. Quand on regarde à l'œil nu, on voit seulement un point de lumière plus ou moins blanche. Avec un télescope puissant, on a déjà une autre image avec des étoiles de diverses couleurs. Si on contemple en infrarouge, l'image sera encore différente. Et en ultraviolet ou une autre longueur d'onde, on verra encore autre chose. Ainsi, ces 4 visions m'ont montré séparément ce qui ne forme qu'une seule réalité. La deuxième réponse, plus structurelle, vient des ordinateurs dont le principe se rapproche du principe divin. L'écran s'allume. On est loin. On ne voit qu'un halo blanchâtre, s'apparentant à la boule blanche de la première vision. La bulle de conscience de la deuxième vision correspondrait aux personnages ou aux images apparaissant sur l'écran. La vision des racines correspondrait au logiciel connectant et animant les images
le software. La quatrième vision des fractales correspondrait au disque dur et aux composants électroniques, le hardware. Cette explication n'est qu'une image approximative. La réalité divine est probablement plus complexe encore. Il m'est apparu aussi que le mot Dieu pouvait se comprendre comme la dimension infinie, éternellement unifiée. Il y a deux grands principes pour reproduire la musique. L'audiophile, où on s'efforce d'empêcher de vibrer les parois des boîtes, un beau son, mais pas suffisamment réaliste. Et la sono, où tout vibre. Le son paraît très grand, mais casse les oreilles. J'ai entendu des enceintes réalisées en béton. Rien ne vibrait. Le son était très petit et lointain. J'en ai conclu qu'on ne pouvait pas empêcher de vibrer les enceintes. Alors, je me suis rappelé un principe d'architecture disant que quand il y a un défaut qu'on ne peut pas masquer, il faut aller dans le sens de ce défaut et au contraire l'exalter. Donc, il fallait exalter la vibration. C'est ce que fait la sono d'une certaine manière. Alors, pourquoi n'est-ce pas bon ou suffisamment réaliste? Mes réflexions m'ont amené à réaliser que l'enceinte devant reproduire toutes les musiques était une sorte d'instrument elle-même. Or, ce qui caractérise un instrument de musique acoustique, c'est sa forme. Il devrait donc exister une forme particulière permettant de reproduire la musique de façon réaliste. J'ai même eu l'intuition, en raison de mes expérimentations, qu'il s'agissait d'une forme simple. Laquelle? Voulant pousser cette logique à son maximum, j'ai conçu des petites enceintes en plaques de circuits imprimés très fines, du genre époxy de 0,8 mm d'épaisseur. Je laissais des bandes cuivrées en bordure des plaques pour pouvoir les assembler par soudure à l'étain argenté, plus dur que l'étain seul, à l'intérieur. Vibrant de tous les côtés, la surface émissive était beaucoup plus importante que celle de la membrane du haut-parleur de 13 cm que j'utilisais. Les premières boîtes étaient des cubes de 15 cm de côté, puis des polyèdres octogonaux constitués de ces mêmes plaques carrées augmentées de triangles équilatéraux de 15 cm de base. J'ai même essayé une boule polyédrique où sur chaque face étaient dessinés des carrés ou des triangles en cuivre argenté de plus en plus petits. Ces objets étaient très beaux, mais plusieurs problèmes ont jailli. Sur quoi les poser? J'ai essayé une grosse barre constituée de plaques de médium superposées. Ce bois reconstitué très dense, de 95 mm de côté sur 1,20 m de haut. Chaque extrémité était taillée en forme pyramidale. C'était un travail difficile de menuiserie à réaliser dans mon appartement avec l'aide de Franck pour un ponçage qui m'envoyait de la poussière partout. Elle reposait sur 4 pieds souples en métal et soutenait la boule polyédrique par 4 autres fines barres en métal et d'autres versions en bois aux formes les plus curieuses. J'ai essayé aussi une construction entièrement métallique, aérienne, souple, en fines barres de laiton. Je l'ai appelée la Tour Eiffel. Comment traiter l'intérieur? Vide? Tentant, mais quelque chose n'allait pas. Rempli? Mais avec quoi? Toucher ou pas les parois? Comment traiter la surface extérieure?
À toutes ces questions ont correspondu de nombreux essais avec la même rengaine: faire, défaire, refaire. Toutes ces expériences m'ont occupé pendant plus d'1 an. Les formes étaient belles, le son était beau, très transparent, trop à mes oreilles. Plusieurs de mes amis ont aimé et m'ont acheté des systèmes. Mais j'ai dû abandonner cette direction et revenir en arrière. Les plaques de circuits imprimés étaient assez coûteuses et ne permettaient pas de grandes dimensions. Ces volumes étaient tous clos, mais finalement, j'ai réalisé que pour obtenir de l'extrême grave, il fallait absolument que le son puisse ressortir par un évent circulaire ou laminaire. Les résultats n'étant pas suffisamment probants, je me suis interrogé aussi sur mes capacités. Et j'ai préféré revenir en arrière avec des formes plus conventionnelles en bois épais, mais toujours un haut-parleur large bande. Par contre, cette expérience était utile en me faisant découvrir l'importance du traitement de surface des enceintes et des haut-parleurs. Suivant qu'on applique ou pas un produit et suivant quel produit, le son paraît très différent, plus ou moins agréable. Plus tard, j'ai eu l'idée de prolonger cette idée sur les murs et tous les objets lisses de la salle. On gagne en douceur, en dynamique et en transparence. Chapitre 17, 8. Les nombres. 8. C'est aussi à cette occasion que j'ai commencé à entrevoir une communication avec une autre dimension par les nombres. Je me suis aperçu que, à chaque fois que le nombre 95, qui était la largeur de la barre carrée que j'avais réalisée en plusieurs versions avec beaucoup de mal comme socle d'enceinte, apparaissait, il y avait une relation avec le système de son. Je devais y faire quelque chose, tout le système, y compris l'acoustique de la salle. Après, au fil des années, plusieurs nombres clés sont apparus, ou plutôt je les ai remarqués. Par exemple, quand Fumi habitait au 85 rue du Faubourg Saint-Denis, son nombre de référence était et est resté le 85. À chaque fois que je le vois, elle va bientôt arriver. Les nombres m'apparaissent sur le compteur à gaz de ma cuisine, sur une pendule avec des chiffres, au détour d'un livre, sur des plaques minéralogiques, partout. Plusieurs nombres me parlent. Mais à part ceux se référant à quelqu'un ou quelque chose, je ne saurais pas dire ce que cela signifie. Je sens simplement qu'il y a une communication avec autre chose que notre monde quotidien. Un peu comme pour le webmaster construisant un site. Des nombres ou des lettres apparaissent, qui se traduiront en images ou séquences vidéo, sans aucun sens pour le profane. Si on pense que le monde est purement matériel, ceci peut paraître complètement irrationnel et même superstitieux. Pourtant, comme pour les découvertes scientifiques, c'est sur de l'observation à long terme que repose cette constatation. J'en ferai d'autres par la suite, dans d'autres domaines. Avec les nombreuses expériences que j'ai faites dans des plans de conscience différents, cette observation n'a pas été une surprise. Elle a été un soutien dans les moments difficiles. Les Mayas, qui vivaient autrefois dans la péninsule du Yucatan au Mexique, avaient développé un calendrier extrêmement sophistiqué et complexe, où 5 systèmes étaient imbriqués les uns dans les autres. Par observation des courants d'énergie et des influences répétitives du Soleil, de la Lune, etc. Ils réussissaient à prédire beaucoup d'événements avec justesse. Ils affirmaient
que tout était synchronisé. Le synchronisme est la loi fondamentale de l'évolution du monde. Ceci expliquerait la rencontre avec ces nombres, qui n'apparaîtraient pas par magie, mais qui seraient des indicateurs de l'évolution de cette synchronicité adressée à ceux capables de les recevoir. Un peu comme les contours sur les tableaux de bord des automobiles et autres véhicules. Longtemps auparavant, j'avais réalisé un tableau tout en hauteur représentant un chapelet de boules dessinées par des facettes et de différentes tailles. Elles étaient imbriquées les unes dans les autres par des excroissances formant engrenage. On pouvait supposer qu'en tournant, elles étaient toutes entraînées. Je l'avais baptisée la mécanique céleste. Mon père me l'avait acheté pour m'aider matériellement et surtout parce que ce tableau lui évoquait son univers quotidien de mécanique de précision. Cette hypothèse conduit à la question du déterminisme et du libre arbitre. Il semblerait qu'on soit tous déterminés par l'hérédité, l'éducation, la société, les médias, le temps, le soleil, la lune, les planètes, etc., le destin. Mais comme les engrenages mécaniques ont besoin de tolérance dans leur cote pour pouvoir s'ajuster sans difficulté, le libre arbitre serait cette plage de tolérance accordée à chacun. Elle peut quand même incliner dans un sens ou dans un autre, surtout dans l'interprétation morale et émotionnelle d'un événement. En plus, le libre arbitre ou la tolérance varierait suivant les moments de la vie et suivant les individus. Tous n'ont pas la même chose à faire sur Terre. Plus on est englué, sans s'en rendre compte, dans le matérialisme, plus on a l'illusion du libre arbitre. Plus on s'élève spirituellement, plus on sent un destin qui nous pousse, moins on a envie de cette liberté. Plus on souhaite se fondre dans l'unité. Plus on ressent d'amour qu'on peut qualifier de divin, plus on a envie d'y plonger totalement. 22 février 1992. Je reçois Marina et sa copine. Elles sont toutes les deux chypriotes envoyées par Demis. Elles étudient aux Beaux-Arts. Marina réalise de beaux objets et aussi des films vidéo. Elle viendra filmer Dreammaker, sans nous laisser de copie cependant. Par contre, son amie est en plein dans le courant conceptuel. D'après elle, si un artiste décide que n'importe quoi est une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art. Bon, mais qui décide que c'est un artiste ? 22 mai 1992. Alvin vient chanter avec nous. Il est mannequin photo. C'est un noir américain très beau, grand, timide et réservé, très délicat et raffiné. Il m'invite quelquefois à dîner chez lui. Il me raconte, quand il était petit, sa maman lui disait de manger une carotte plutôt qu'une barre chocolatée quand il avait un petit creux. J'ai suivi ce conseil à mon tour, je m'en porte bien. Sur ma porte, au-dessus de mon nom, j'avais écrit Dr Light. Pendant longtemps, Alvin m'appellera de cette façon. En peinture animée musicalement, j'ai absolument besoin de réaliser un tableau plus facile à aborder, que je puisse proposer à des particuliers. Je tente des formats horizontaux, des paysages cosmiques qui sont un peu un retour en arrière. Mais ce n'est pas concluant. Dans ma recherche principale, j'introduis la forme à 8 pans de la boule polyédrique utilisée pour la musique. Si j'ai raison, cela démontrerait un lien de plus entre la musique et l'image. Je l'ai perçu en vision.
cette idée aussi, ce qui prouve bien que ces visions ne sont pas forcément une réponse, puisque je l'abandonnerai par la suite, même dans l'image. Les grands tableaux que je réalise dans cette période s'appellent l'ego éclaté, crucifixion abyssale, le couloir d'éternité, diamant foudre. Je conçois aussi une composition avec des points de diamant sur le pourtour, disposés sur une forme faisant cadre ou porte. Je la réalise en format rectangulaire horizontal et aussi en format carré. 24 octobre 1992. Je reçois Jonathan qui chantera avec nous un peu timidement. C'est un copain de Franck qui s'adonne aussi au culturisme. Il est grand, beau, a tourné aussi des films X. Il se révélera très imaginatif par la suite pour se lancer dans diverses entreprises de bien-être ou d'événementiel. Il quittera alors son nom de scène pour reprendre son vrai nom, Philippe. Lui aussi m'aidera un moment à travailler le parquet pour l'acoustique de la salle. Parmi les amis que Franck invitera à une séance en musique, il y en aura un jour, une vraie montagne. Un type très grand, bourré d'hormones diverses et autres produits de gonflage. Un champion de culturisme avec des muscles énormes. J'ai eu peur pour mes sièges de cinéma. Heureusement, brave petit siège. Ils ont tenu le choc. Plusieurs fois, périodiquement même, j'ai la vision d'un triangle équilatéral blanc, la pointe en haut. Tantôt, il est complètement blanc et l'extérieur est sombre. Tantôt, l'intérieur est sombre et c'est le contour extérieur qui est lumineux. Parfois, il y a une boule blanche au centre. Parfois, une croix. Parfois, un œil stylisé. Il arrive qu'il y ait des rayons qui sortent au milieu des trois côtés. Je pense qu'il faut l'intégrer dans le couloir de l'infini. Les tableaux vont dans deux directions principales. Un, très grand, intransportable, qui remplit tout le mur derrière les enceintes. Seule la partie centrale d'environ 1 mètre au carré, disposée en losange, est animée en musique. J'en réaliserai plusieurs versions. Faire, défaire, refaire. Dont une avec le couloir de l'infini, réalisée en peinture fluorescente or de la taille du mur. C'est très impressionnant dans cette dimension. Certaines personnes en auront le vertige. L'autre direction va vers des tableaux beaucoup plus petits qui reprennent l'idée de ce tunnel doux formé de côtes arrondies débouchant sur une grande ouverture circulaire. Dans cette ouverture, il y a une boule entourée d'une sorte d'arc-en-ciel, ou un grand œil, ou la forme à 8 côtés. La division des côtes est passée de 12 à 16, puis à 8, puis à 24. Plus il y en a, plus l'ouverture paraît grande. C'est très long à peindre à l'aérographe dans des dégradés de couleurs, alternant avec des gris, niveau par niveau, ou dans certaines versions, complètement fluorescentes. J'ai entrepris aussi de reprendre la composition de cœur fusion en X, en remplaçant les barres jaillissantes par des jets de couleurs, bleu, rouge, vert, jaune, me rapprochant de la description que j'ai interprétée du livre de l'Apocalypse. Chapitre 17, 9, 144 000. À ce propos, cela faisait déjà plus de 4 ans que j'avais eu l'idée de relire le livre de l'Apocalypse. Et pour l'instant, je n'étais pas encore arrivé à quelque chose de vraiment concluant. Des points communs, oui, évidents même. Mais ne serait-ce qu'une coïncidence? Ne me serais-je pas fourvoyé dans une ressemblance douteuse? Pourtant, il y avait toutes ces visions. Et quand même, il y avait quelque chose de troublant qui me confortait dans cette direction. Nos champs de connexion, ils sont décrits dans ce livre. 14.3.
il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre vivants et les vieillards. Et nul ne pouvait apprendre le cantique hormis les 144 000. À ce moment, même si je ne savais pas encore très bien comment le représenter, je savais que le trône, les vivants et les vieillards représentaient le tableau. Un cantique, c'est un chant. Nouveau, c'est ce qu'on fait. On ne peut pas l'apprendre car on ne peut pas le mettre en mémoire. La séance de chant de Dreammaker à peine terminée, on ne se rappelle de rien jamais. Quant au nombre 144 000, il est à prendre avec beaucoup de recul et de précaution. Presque tous les nombres indiqués dans ce texte sont symboliques. Ils ont plusieurs sens et ne représentent pas nécessairement une quantité, comme d'ailleurs dans de nombreux textes ésotériques ou mystiques de l'Antiquité, principalement en Égypte. L'indication qu'il ne faut pas le prendre à la lettre vient du chiffre énorme. Le Stade de France devrait être entièrement rempli, y compris toute la pelouse, où les chanteurs seraient serrés les uns contre les autres, comme dans le métro aux heures d'affluence. On retrouve ce nombre ailleurs, toujours à prendre symboliquement. En 1993, je ne pouvais pas encore comprendre vraiment. Mais quand le tableau final sera achevé, on verra que sur les côtés, il y a 12 carrés. Comme il est carré, 12 multiplié par 12 font 144. En fait, les 144 000 signifient, d'après ce que j'ai interprété, en fonction de mon expérimentation, ceux, même en petit nombre, qui chantent devant le tableau dont le nombre référent est 144. À chaque fois que ce nombre apparaîtra, après que je l'aurai identifié, cela voudra dire que j'aurai à intervenir sur cette grande composition. Les zéros qui suivent sont destinés à faire comprendre qu'il s'agit d'un nombre symbolique. D'ailleurs, pour le confirmer, vers la fin du paragraphe précédent, sur lequel je reviendrai plus tard, il est écrit 13.18 : c'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit, etc. Au début du texte sur le chant, il y a un autre paragraphe qui confirme le lien qu'il y a avec les chants de connexion de Dreammaker. Je ne le saurai que beaucoup plus tard, quand j'aurai réussi à habiller musicalement ces chants étranges. Revient périodiquement, 3 temps et un demi. Beaucoup se sont penchés sur cette indication pour estimer la date de l'accomplissement eschatologique de cette prédiction, c'est-à-dire de la fin du monde. Peut-être que c'est ce sens. Mais quand on parle d'un temps, c'est combien de temps? En tout cas, il y a un rapprochement que je n'ai jamais trouvé dans la littérature qui parle de ce sujet. Dans la tradition hindouiste évoquant le courant d'énergie divine qui peut s'éveiller dans la colonne vertébrale et qu'ils appellent la Kundalini, il est précisé qu'à l'état de sommeil, elle est enroulée sur elle-même en faisant 3 tours et demi. Autrement dit, à chaque fois que dans le texte de l'Apocalypse, on trouve la référence à 3 quelque chose et demi, les événements décrits sont secondaires. L'important est ce nombre qui évoque l'énergie divine. Dans quel sens? Ah, ça, j'en sais rien. 10 mai 1993. J'entreprends la création d'une table spéciale à disposer au centre de la pièce. Elle servira éventuellement de table, mais avant tout de déflecteur pour renvoyer le son dans toutes les directions et de support pour la boule à facettes miroir. Cette boule a 2 fonctions, renvoyer la lumière sur les murs, mais aussi le son. C'est le seul élément dur de la pièce. La forme octogonale étant réalisée, il faudra quand même
22 ans de traitement acoustique divers en relation avec l'avancée de la salle pour la mettre totalement au point. Je prends contact avec Supravox, une société française qui fabrique des haut-parleurs large bande réputés. Grâce à un de leurs ingénieurs, je pourrais faire des essais pendant plusieurs mois avec différents types de haut-parleurs de 13 cm, châssis en tôle ou en fonte d'aluminium, suspension en demi-rouleau ou à petits plis, etc. Cette comparaison mettra en évidence que ce ne sont pas les solutions habituellement retenues par les audiophiles qui sont les meilleures dans le sens du réalisme sonore. Un jour, il me fait la démonstration comparative de deux de leurs modèles de 20 cm, ce qui est le plus grand et le plus performant dans ce type de haut-parleur. La société a fait venir à Paris de grandes enceintes, des caisses très banales pour cette démonstration. Par contre, la salle d'écoute n'a aucune qualité acoustique, ce qui est très perturbant. Ce fait est fréquent chez les fabricants d'enceintes, qui, visiblement, ne se sont pas rendus compte de l'importance de l'ensemble salle-enceinte. Toujours ce manque de lien entre les divers intervenants de la prise de son à sa restitution. À gauche, le modèle standard. À droite, leur nouveau modèle, plus perfectionné, suivant leur dire, et plus cher. Je suis avec Fumi. On nous a laissés seuls pour l'écoute. On se regarde. On est du même avis. Ce n'est pas terrible comme son. Le moins bon étant le modèle le plus récent que les oreilles de techniciens jugeaient meilleur. 1993. On part en train pour Troyes, en Champagne, à une centaine de kilomètres de Paris. Lors de son dernier et récent voyage au Japon, où elle va périodiquement voir sa famille à Tokyo, dont sa mère très âgée, Fumi a rencontré un jeune garçon japonais avec qui elle a sympathisé. Celui-ci s'est associé avec une Française pour monter un restaurant. Tex-Mex, texan et mexicain. Normal, non? On vient pour l'inauguration. Le restaurant est situé dans le vieux quartier très pittoresque et charmant qu'on visite d'abord. La maison, très belle, est à colombage et soubassement en pierre. On descend quelques marches et découvre une ancienne cave à vin voûtée, tout en longueur. Le décor est très réussi. Sur une grande partie dégagée, centrale, entre les tables, il y a une excavation d'une cinquantaine de centimètres de profondeur, recouverte de glace épaisse. L'intérieur, éclairé, représente un morceau de désert, de sable, avec quelques roches et des cactus d'hiver. Par contre, la voûte et le sol étant en pierre et en verre, les réflexions s'en donnent à cœur joie, et l'acoustique est déplorable. Pour se parler dans le brouhaha ambiant, on doit se rapprocher à 20 cm l'un de l'autre. Et encore, on se comprend mal. 1993. J'adresse un courrier fort mécontent et de rupture définitive à Jean-Michel, l'ingénieur en électronique qui avait conçu les appareils pour animer en musique mes tableaux. Au bout de nombreuses années de collaboration fructueuse, mais décevante pour lui, car il espérait que je déboucherais sur une production industrielle, il m'avait prévenu qu'il ne pourrait plus me fournir. D'autant que s'étant mis à son compte finalement ses affaires ne s'étaient pas bien passées. Et au bout de quelques années, il avait dû se faire réembaucher dans une société. Heureusement, Georges Lancry m'avait fait connaître un autre électronicien, Christian Monteau, un charmant garçon demeurant malheureusement loin de Paris, après Disneyland. Puis Jean-Michel se manifeste à nouveau au début 1993. Il me propose de retravailler ensemble. Justement, j'avais besoin de 3 appareils d'un modèle qu'il m'avait conçu, mais auquel je lui demande d'apporter une modification. Le temps passant, rien n'arrive. Fin juillet, je reçois les 3 appareils. Il n'a pas apporté les modifications demandées, me demande de le régler immédiatement. Et surtout, il me réclame 3 fois le prix convenu. Quand je l'appelle au téléphone,
et lui dis qu'il n'avait pas réalisé ce que je lui avais demandé, il commence par me dire: «Ça marchait bien comme ça avant». Comme je lui fais remarquer que justement, ce n'était pas si bien, puisque j'avais besoin de cette amélioration, et que, d'autre part, il ne respectait pas ses engagements de prix, que, de toute façon, m'ayant prévenu trop tard, je ne pouvais pas régler avant la rentrée de septembre. Il s'emporte dans une colère telle qu'il dépasse toute mesure et se met à m'injurier. Je raccroche. D'où cette lettre où je lui rappelle que, sur son conseil, j'avais conservé toutes ses factures. Il y en avait pour un montant important qui montrait que j'avais été de loin son meilleur client. Je lui précisais qu'aucune entreprise n'aurait traité un bon client de cette manière. Je rajoutais: relations amicales à sens unique. Je t'ai offert plusieurs tableaux d'une grande valeur. Et toi, de ton côté, tu m'as fait venir sur un parking en plein hiver, près de ton domicile, 160 km aller-retour, pour me remettre le matériel, sans même m'inviter à prendre un café chez toi. Je n'en ai plus eu de nouvelles. Quel dommage qu'une si longue collaboration se soit terminée d'une façon si minable. 1993. Je repars encore avec Fumi, en avion cette fois. Arrivé à Toulon, Paula nous attend à l'aéroport avec Mélodie, ma filleule, qui a une dizaine d'années à présent, et son petit frère Alexandre, âgé de 3 ans. Elle nous a invités à passer une semaine dans la splendide villa du parc de Saint-Tropez qu'Alain, son ex-compagnon, a mis à sa disposition. Cette villa appartient à la société immobilière dans laquelle il travaille. Elle est en vente, donc disponible tout l'été. Paula était enceinte de son deuxième enfant. Elle espérait se marier quand il lui appris, peu de temps avant l'accouchement, qu'il était avec une autre femme, enceinte elle-même. Elle mit au monde un fils, puis Alain devint père d'une fille de l'autre femme qui lui avait déjà pondu un autre garçon. Le choc fut terrible pour la fragile Paula. Alors qu'auparavant, amoureuse, aveuglée, elle ne voulait rien entendre des mises en garde qu'on lui prodiguait sur le manque de sérieux de ce garçon, elle s'est mise d'un seul coup à le détester avec une violence telle que je m'efforçais de la ramener à de plus justes proportions. Alors qu'il n'était pas marié et qu'il aurait pu la laisser tomber avec rien, comme beaucoup le font, il avait procuré un très bel appartement dans un nouveau quartier agréable du 13e arrondissement. Lui versait, bien qu'irrégulièrement, une pension alimentaire et mettait cette villa à disposition. Entouré d'un grand jardin avec des arbres à profusion, des pelouses bien taillées et une grande piscine. Toutes les villas autour étaient de grand luxe. C'est dans ce parc privé et gardé en permanence que j'avais passé une folle soirée avec Aki, cette japonaise richissime dans une villa encore plus luxueuse. Cette fois, j'étais encore avec une japonaise, chez une métisse franco-vietnamienne. La semaine fut très agréable. Piscine, descendre par des petits chemins escarpés jusqu'au bord de mer et encombrés de rochers, baignade à différentes plages, promenade sur le port et dans les petites rues de Saint-Tropez. Franck vint nous rendre visite de Cassis. Le 10 août, on assista à une pluie de météorites. Grandiose. Puis retour à Paris par l'aéroport de Nice. Toujours sur mes enceintes à facettes polyédriques, après la barre en bois, je les fixe au sommet d'un long tube en acier, tantôt vide, tantôt rempli de sable, disposés sur un grand triangle en laiton épais, aux angles pliés de façon à reposer sur des pointes. Elles sont belles, mais ça m'ennuie qu'elles n'évoquent pas de personnage. Je consacre beaucoup de temps à l'acoustique de la pièce. N'étant pas satisfait de mes essais précédents, je décide de repartir à zéro et je retire tout sur les murs. Mais au lieu d'écouter un moment pour savoir si c'est mieux, mon esprit d'artiste visuel l'emporte et j'attaque, après plusieurs études, une grande peinture directement sur les murs et les plafonds. Sur les côtés latéraux, je peins un grand ciel bleu dégradé vers le bas, avec quelques petits nuages. La partie assise, le sol et les murs de fond, avec ses 4 colonnes, deviennent comme un tapis volant moderne.
un tapis volant à réaction, avançant face à un gigantesque nuage en forme de personnage. Il semble avoir les bras ouverts pour nous accueillir au fond de lui. Sa tête et son corps massif sont auréolés d'une sorte d'arc-en-ciel en perles de couleur dégradée, allant du mur de gauche au mur de droite, en passant par le plafond. Le calcul de la perspective fait que, assis au centre, on a l'impression d'avoir fait disparaître les murs et qu'un arc complet se déploie devant le spectateur. Des reflets dans le nuage lui font comme des yeux lumineux. Je suis très satisfait de mon œuvre qui m'a demandé des semaines de travail, bien qu'au fond de moi-même, je sache qu'elle ne m'appartient pas, puisque je ne suis que locataire de mon appartement. Quelque temps après, je reçois la visite de Valida. Dès qu'elle voit ma composition, elle sursaute et dit « C'est le diable !» Exactement le contraire de mon intention. Sur le moment, j'en suis fortement choqué. Au fil du temps, elle projettera tellement de pensées contraires à ce que j'exprimerai et rajoutera tant de méchanceté gratuite et subtile que je finirai par interrompre les relations amicales entre guillemets avec cette fille qui était née le même jour que moi, mais beaucoup plus jeune, et se disait ma sœur. Pourtant, elle avait reçu l'énergie et très bien chanté avec Dreammaker. Cependant, j'ai tenu compte de cette réaction en me disant que d'autres personnes pouvaient avoir des pensées aussi négatives. Et j'ai décidé d'effacer ce travail. Et surtout, je m'étais rendu compte que l'acoustique de la pièce n'était pas satisfaisante et qu'il fallait absolument quelque chose sur les murs pour traiter le son. En ce qui concerne la notion de diable, Fumi, issu d'une culture japonaise où ce concept n'existe pas, résumait à sa façon ce qu'on expérimentait dans la lumière. Diable et Dieu, c'est pareil. Dieu étant tout, le diable ne peut qu'en être une partie. Il représente une notion négative, mais indispensable, rendue puérile par les superstitions populaires, ne représentant qu'une partie de la réalité. Si on compare à l'électricité, un court-circuit est quelque chose de très désagréable, mais ses bienfaits sont immenses. En rapprochant le pôle négatif, le moins, du principe diabolique, on constate qu'il ne peut exister qu'accompagné du pôle positif, le plus ou divin. De plus, limiter l'électricité à ces deux principes est bien trop simpliste. Et oublier le courant en ampères, l'intensité en volts, plus les effets électromagnétiques. La réalité divine, telle que je l'ai perçue, est beaucoup plus complexe que cette dualité superstitieuse mal comprise. 15 février 1994. Shanna revient des USA. Elle recommence à chanter avec nous, très timidement. Elle est une grande noire américaine, assez jolie, qui semble perdue dans la vie. Très complexée, elle virevolte comme un petit oiseau qui ne sait pas où se poser. Je procède à des essais qui peuvent paraître saugrenus. J'utilise de l'eau pour tenter de capter les vibrations parasitant les appareils. J'installe un aquarium en forme de boule sur le lecteur de CD, lui-même reposant sur le lecteur de cassette qui se trouve sur le tuner, le tout sur l'ampli. Cela donne un résultat, mais pas très probant, quand je pense au risque encouru pour l'électronique en cas de renversement. J'en frémis encore. Pour supporter mon enceinte polyédrique que je n'ai pas encore abandonnée, je dispose d'un tube de gros diamètre, 12 à 15 cm, en laiton, en remplacement du tube beaucoup plus fin en acier chromé. Un voisin le brase sur une base triangulaire en même métal, au point de plier comme des serres, servant d'appui. Je l'essaye vide, rempli de sable et aussi d'eau. Encore une fois, un essai coûteux pour un résultat négatif. Une petite franco-américaine, croisée d'Afrique, d'Asie et d'Europe, avec qui j'avais eu une aventure amoureuse, sans grande suite, était venue me rendre visite. Après son départ, je m'aperçois qu'elle a oublié une boucle d'oreille en nacre, une demi-sphère d'environ 20 mm de diamètre. À tort ou à raison, je pense que ce doit être un signe. Rapidement,
j'ai l'idée de l'appliquer au milieu du pan de mur à ma droite. C'est incroyable de constater qu'un si petit volume agit autant sur le son quand il est positionné à l'endroit adéquat. Du coup, je pars à la recherche de demi-sphères en nacre chez les marchands de perles de fantaisie. Ensuite, je les colle, progressivement et en écoutant très attentivement à chaque fois. Au milieu de tous les panneaux de mur et le plafond, le son en est transformé. C'est le début d'une histoire de fou. Pensant que l'effet serait plus conséquent avec plus de demi-sphères et de plus grande taille, j'achète des moules en 6 dimensions, de 3 jusqu'à 14 cm de diamètre. Je coule alors du plâtre à modeler dedans. C'est une catastrophe ménagère. Que j'ouvre un paquet très précautionneusement dans ma cuisine. La poussière de plâtre est tellement fine et volatile que j'en trouve dans tout l'appartement, malgré les portes fermées. Ensuite, quand le plâtre a pris, je démoule et pour accélérer le séchage, je les chauffe un moment dans le four de ma cuisinière à gaz. Une fois sèches, je les peins en vieil or. Quand elles sont prêtes, je les colle en 6 cercles concentriques, espacés et de taille croissante, autour de la petite pièce de nacre du départ. À chaque ligne posée, je procède à une écoute minutieuse. Ça paraît bon. Je continue. Sur de grands panneaux en médium, 0,60 m par 1,80 m sur 10 mm d'épaisseur, peints en bleu ou blanc ou rouge, que j'accroche sur les murs de fond et les côtés immédiats. Pour rajouter au délire, après avoir observé que dans certaines grandes salles de concert, il y avait des panneaux inclinés au plafond, j'entreprends d'en suspendre plusieurs à des angles variés aux miens. Je suis seul pour l'installation qui se révèle très difficile et dangereuse. Mais malgré beaucoup d'inquiétudes et de fortes émotions, je réussis à les mettre en place. Le poids du médium plus celui des boules de plâtre. Mais ce n'est pas tout. Je rajoute une ligne de demi-boule moyenne tout autour des corniches, faisant comme une frise antique. À chaque partie mise en place, j'écoute le résultat avant d'aller plus loin. Chaque fois, ça me paraît bien. Comble du spectaculaire, j'installe au plafond, devant les panneaux inclinés, une grande roue en médium ajouré d'environ 1,20 m de diamètre. De grands rayons en croix supportant des boules de taille croissante sur fond bleu et rouge. Un cercle découpé en dentelle supporte des boules moyennes sur le pourtour et un autre plus petit sur une autre ligne de boules. Je pousserai encore plus loin en créant 2 autres roues positionnées au milieu des murs de gauche et de droite. Au total, c'est près d'1 millier de demi-sphères que j'aurai fabriquées, une par une, peintes, mises en place et écoutées. L'entrée dans la salle est très impressionnante et provoque une sensation extraordinaire. Tout cet or sur fond bleu, rouge ou blanc est magnifique. On dirait à la fois un temple antique ou futuriste, conte de fées ou science-fiction. 1994. J'accompagne Demis à Ris Orangis, où il donne un concert avec le groupe Gefira de musique méditerranéenne, dont il est le chanteur principal, avec sa voix puissante et profonde, au timbre si particulier. Pendant la mise en place et la balance du son, je profite de ce que la salle est vide pour me déplacer doucement afin de sentir s'il y a un endroit où l'écoute est meilleure. C'est le cas. Au centre, à environ 3 mètres des musiciens qui jouent en acoustique, le son s'est pleinement développé et a pris toute son ampleur. Au-delà, il diminue. En deçà, il n'est pas complètement épanoui. En studio, la plupart des instruments, et surtout les voix, sont enregistrés de très près, ce qui donne un son plat et ne paraissant pas vrai, car il n'a pas pu s'exprimer complètement. Avril 1994. On tente une expérience. Béatrice, cette orthophoniste qui m'avait commandé un tableau spectacle pour s'en servir professionnellement, a fait venir un groupe de 8 personnes, 3 femmes adultes et 5 enfants.
Le plus jeune a 6 ans. Je leur ai dit de se laisser aller dans le silence qui suivra la fin de la musique. Si on dit que le silence qui suit la musique de Mozart est encore du Mozart, celui qui prolonge une séance d'extasium est particulièrement agissant. La particularité de cette soirée est que les spectateurs ont payé leur place, pas très cher. Est-ce que la réaction est différente quand les gens payent? Je suis assis sur un tabouret en compagnie de Béatrice dans le couloir derrière eux. Quand la musique s'arrête, le silence dure, dure, dure tellement qu'un peu inquiet, je m'approche de l'oreille du plus jeune et lui demande en chuchotant « Ça va ?» Il se tourne alors vers moi, le doigt sur la bouche, faisant « Chut !» C'est concluant. On organisera une deuxième soirée payante avec des orthophonistes. Le résultat sera aussi positif. Des années après, par un club exerçant sur Internet, une salle de 7 personnes sera remplie. Le prix demandé est nettement plus important. À la fin de la séance, au moment de se quitter et de régler la somme demandée, je vois pour la première fois des regards brillants de personnes heureuses de payer. Sont gracieusement invités, l'action de l'extasium est toujours très puissante. Mais quand il a fallu payer sa place, les résultats ont été encore plus concluants. Malheureusement pour mes finances, je ne serai plus en mesure de renouveler ces expériences qui ont fait plaisir à tout le monde. 1994. Je m'envole pour la Guadeloupe où je vais présenter Jaillissement, mon tableau spectacle de secours, entre guillemets, de la lignée de la Porte de Lumière que je garde en réserve, à l'occasion d'une soirée événementielle offerte pour l'inauguration d'une usine de peinture. Elle va se passer à Jarry, la banlieue industrielle de Pointe-à-Pitre. Je voyage en compagnie de Claude, un éclairagiste de spectacle envoyé par cette société pour cet événement. Il est très sympathique et on envisage déjà une collaboration future, nos arts pouvant être apparemment complémentaires. Mon tableau voyage en soute dans une grande valise protectrice conçue spécialement. Un autocollant marqué Fragile en rouge est censé le faire manipuler avec précaution. Horreur! À l'aéroport, je vois un bagagiste le prendre et le lancer à la volée sur le tas de valises. Après les vibrations de l'avion, je m'attends au pire. Je suis accueilli chaleureusement par l'attaché de presse d'Éric Lequim qui organise la soirée. Ses affaires en France s'étant mal passées, il a dû prendre du recul et s'est installé dans l'île. On va directement sur un plateau de télévision pour une interview. Bon début. Sur le chemin, je m'émerveille de la verdure, des fleurs, des montagnes, des lumières de la ville qu'on surplombe. Tout prend une teinte irréelle avec la soudaine tombée de la nuit. J'aurais pu ne faire qu'un aller-retour, mais j'ai demandé de rester une semaine pour profiter pleinement de ce voyage. Je ne suis pas payé très cher, mais tout m'est offert pendant le séjour. En particulier, je suis logé dans un hôtel de très grand standing au bord de la mer, d'une couleur turquoise de carte postale. Le matin, on prend le petit déjeuner sous un grand toit ouvert sur 3 côtés, près de la piscine. Les fleurs et les papillons que je découvrirai partout dans l'île m'environnent dans un enchantement permanent. Des oiseaux exotiques viennent picorer des miettes près de nous sur les tables. Avant le spectacle, j'accompagne les techniciens qui vaquent à leurs occupations, ce qui me fait découvrir le pays en profondeur, comme si j'y vivais. Ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, je n'ai jamais aimé jouer aux touristes. À chaque fois que je suis allé dans un pays différent, je l'ai regardé comme si je devais y vivre. L'impression en est très différente. Peut-être que c'est ici que j'aurais dû aller quand j'ai voulu quitter la France au lieu d'aller au Brésil. Ma vie aurait été tout autre. Cependant, les uns et les autres me disent qu'au-delà de 1 à 2 semaines de séjour, on a vite fait le tour et que l'ennui peut s'installer, sans parler des tornades périodiques. Un jour, on quitte la route. La voiture s'engage sur un chemin de terre. On s'arrête sur un parking sauvage et après quelques pas à travers une végétation dense, on débouche sur une petite plage de sable blanc et très fin. Une merveille.
Les arbres ont presque les pieds dans l'eau. Des poteaux, un toit de tôle ondulé. C'est un restaurant. Aucune indication, aucune enseigne. Les tables, plantées dans le sable, sont faites de bois ramassé au bord de la mer. Punch, bien sûr. Une énorme truie noire est vautrée par terre, à l'ombre du restaurant, allaitant ses petits en pleine liberté. Je demande: vous allez la manger? Pas du tout, c'est un animal de compagnie comme un chat ou un chien. Le soir du spectacle arrive. Auparavant, j'avais vérifié l'état de mon tableau. Rien de cassé. Ouf. Après l'accrochage, on combine les éclairages de Claude avec ma création. C'est magnifique. La soirée se passe dans la joie et la bonne humeur. Par contre, Eric est un peu déçu de ce tableau. Moi-même, je me rends compte qu'il est moins spectaculaire que la porte de lumière. C'est trop tard pour y faire quelque chose. Heureusement, le public qui n'a pas fait la comparaison apprécie quand même. Je constate que Claude est moins chaleureux. J'ai bien senti que mon œuvre le complexait, lui faisait de l'ombre. Dans son univers, il était une star. Mon tableau le placerait au second rang. Ça ne lui a pas plu, et il n'a plus été question de collaboration. Exposition dans la galerie Fumica. Fumi avait conservé son appartement du 85 rue du Faubourg Saint-Denis quand elle s'était installée au bout de ma rue, près du canal Saint-Martin. Elle le louait à des Japonais de passage. Comme il allait être inoccupé un moment, on eut l'idée d'en faire une galerie éphémère, sans vernissage, trop coûteux et peu efficace, mais en groupant plusieurs personnes sur rendez-vous. J'y exposais mes productions récentes, dont la série de ce tunnel arrondi, découpé en 8, 12, 16 ou 24 sections. Longtemps après, je me suis aperçu que ces tableaux évoquaient ce fameux tunnel dans lequel j'avançais en faisant l'amour lors de ma première grande vision, qui avait débouché sur un ciel bleu contenant la boule blanche divine. Sauf que les couleurs étaient différentes, et qu'on débouchait sur des ciels foncés ou avec un arc-en-ciel, et que la boule était or ou bleu, correspondant davantage à mes visions fréquentes. J'avais appelé cette série les fleurs de paradis. Sur certains tableaux, j'avais réalisé par-dessus cette peinture une autre composition fluorescente. Ils étaient accrochés dans une pièce séparée. Par moments, en jouant avec un gradateur de lumière, on passait d'un univers visuel à un autre qui paraissait féerique. C'était splendide. Suffisamment de personnes ayant les moyens d'acheter des tableaux, le succès commercial ne fut pas au rendez-vous. Mais on a quand même vendu une œuvre et on s'en est satisfait. L'aide sociale que je percevais, le RMI, n'était pas suffisante, même avec l'allocation logement pour payer mon loyer. Heureusement que je réussissais à vendre, de temps en temps, un tableau ou un système de son. D'autant que les frais de ma recherche étaient très importants par rapport à mes ressources. Régulièrement, je devais rencontrer mon référent social, suivant le jargon administratif. Il se trouvait qu'il s'agissait d'une belle antillaise rieuse. Au bout de plusieurs années, elle m'a fait comprendre que je devais accepter un emploi à mi-temps, sinon je perdrais mon allocation. N'ayant pas le choix, ma situation financière ne se décidant pas à s'améliorer, j'acceptai, pas très heureux. Elle me fit deux propositions. Soit dans les bureaux de l'urbanisme qui accordent les permis de construire. Risquer de me trouver face à d'anciens copains d'architecture dans cette situation, ah non. Soit dans une bibliothèque à la section jeunesse, située à un quart d'heure à pied de chez moi. L'idée m'a plu tout de suite. Les livres, les disques, le public, les jeunes. 1994. Début d'un contrat CES. Contrat, emploi, solidarité. De 6 mois à la bibliothèque François Villon. Elle est située boulevard de la Villette, tout au bout de ma rue, après le canal, quand elle devient rue de la Grange-aux-Belles, face à un bâtiment qui me rappelle l'architecture et le Brésil. Le magnifique siège du Parti communiste,
construit par l'architecte de Brasilia, Oscar Niemeyer. Au fond de moi, je me dis que je vais bientôt aboutir dans ma recherche et que je ne resterai pas jusqu'au terme des 18 mois. Illusion, illusion. Je devrais re-signer un contrat d'1 an en pensant toujours que j'allais aboutir dans peu de temps. Finalement, je passerai 3 ans et demi dans cette maison. Il y eut de bons et de moins bons moments. J'ai pu y développer mon goût de la lecture. J'ai écouté peut-être 2000 CD de tous genres musicaux et j'ai apprécié le contact avec le public et les enfants. D'ailleurs, depuis que je l'ai quitté, j'y retourne chaque semaine prendre des livres et aussi revoir d'anciens collègues avec qui j'avais sympathisé. Chapitre 17, 10. La porte ouverte dans le ciel. Après les fleurs de paradis, tout en continuant de nombreux petits tableaux esquisses, je reviens à des compositions plus conséquentes de 1 mètre par 1 mètre, disposées dans le sens du carré comme une porte. Bien qu'un certain nombre d'images parasitent encore la construction, je me rapproche de plus en plus de l'image décrite dans le livre de l'Apocalypse. Déjà, j'ai réussi à séparer les images. Ce qui est visible en lumière du jour correspond aux descriptions du début du livre. Ce qui est fluorescent fait partie de la Jérusalem céleste. À présent, je suis convaincu que le couloir de l'infini doit être représenté en lumière fluo or, et que ce n'est pas un simple couloir que cette construction dessinée suggère. Le tableau change donc de nom. Il devient désormais la porte de lumière. Pour la partie visible en lumière du jour, qui correspond aux descriptions du début du texte. La forme mandorle qui portait ce titre ne sera plus représentée qu'en lumière animée par la musique et sera une des parties identifiées des phases actives. Il faut bien comprendre que dans mon analyse, toutes les descriptions doivent être dégagées du décor emberlificoté qui les habille et ramenées à leur structure fondamentale géométrique. C'est cette structure qui va générer, suivant l'impulsion qu'elle reçoit, une image plus ou moins réaliste, humanisée ou animalisée dans l'esprit de celui qui la contemple, en fonction de son aptitude à la recevoir. Ainsi, une petite bergère va voir une belle dame lui parler à Lourdes. Cette dame n'a jamais dit qu'elle était la mère de Jésus. Alors que quelqu'un ayant des aptitudes spirituelles plus élevées aurait été capable de recevoir un message plus abstrait sans qu'il y ait besoin d'une image figurative. Cependant, il aurait eu beaucoup de mal à le transmettre au reste du monde et avec une telle puissance. On pourrait faire une comparaison avec l'informatique. La géométrie est avant tout constituée de nombres. L'informatique n'est que nombre. Une suite de nombres particuliers dont un certain arrangement forme un logiciel que seul un informaticien est capable de comprendre. Pour le commun des mortels, il faut que ce logiciel soit représenté en image sur un écran. Suivant l'impulsion qu'elle reçoit, cette suite de nombres montrera des images différentes. Par approximation, on pourrait dire que je recherche le logiciel qui sous-tend les images décrites dans le livre de l'Apocalypse, ce qui n'est pas facile. D'après mes expériences et mes découvertes, il y a un écran qui n'est pas blanc comme au cinéma, mais structuré par des constructions géométriques planes dont la façon de les traiter en couleurs donne l'illusion du relief, de la profondeur, et va jusqu'à évoquer un paysage d'un autre monde. En s'animant, soit en silence par divers éclairages, soit par des jeux de lumière provoqués par de la musique, elle offre différents aspects et deviennent porteuses de signification. Il y a une autre construction d'images lumineuses qui vont s'animer, et aussi une image fluorescente finale et statique, la Jérusalem céleste, dont le nom va changer après une certaine découverte. Ces 3 structures imagées, bien que différentes, sont étroitement imbriquées les unes dans les autres.
Ceci explique la difficulté à les extraire pour réaliser l'œuvre, d'autant qu'une quatrième apparaîtra bientôt. Et en dernier lieu, il y a un équipement d'accessoires, les kaléidoscopes, situés dans la salle, qui intervient dans la vision de Jean, mais qui ne fait pas directement partie du tableau. En plus, les descriptions font appel à des effets cinématographiques, inconnus évidemment dans l'Antiquité. Plan large, plan étroit, champ, contre-champ, vue du bas, vue plongeante, zoom, inversion de sens, etc. Comme c'est beaucoup plus sophistiqué que les techniques de cinéma actuelles, Jean a l'impression d'être à l'intérieur de l'image à 3 dimensions. Il croit voir des scènes ou des personnages devant puis derrière lui, alors qu'il s'agit de la même chose, du même personnage, d'après mon analyse. Telle image géométrique suivant la focalisation, l'illumination animée et le message qu'elle porte lui apparaîtra très différemment. De plus, une même image fixe, la Jérusalem céleste, représentera en même temps une vue de loin, un zoom central, une vue de dessous, une image dégagée des autres. Un peu comme à l'époque de la peinture romane, où les scènes étaient représentées sans tenir compte de la perspective, avec une apparente maladresse. Des personnages petits et d'autres grands, gigantesques, sur le même plan, ou plus grands que la ville ou le château qu'ils défendaient. Cette représentation était intentionnelle, destinée à exprimer l'importance relative des uns ou des autres, ou bien chargée d'exprimer des messages particuliers venant d'un autre monde. Je ne pourrais pas reprendre en détail chaque partie du tableau, ce serait trop fastidieux. Je ne me rappelle pas non plus de toutes les phases, il y en a eu tellement. Pour beaucoup, il m'a fallu de nombreuses années pour vérifier que mon intuition était bonne. Commençons au début. 4.1. Une porte était ouverte au ciel. Les anneaux carrés se sont mis en place. Il me faudra longtemps pour réaliser qu'il y a 2 portes. Une dans le ciel, le carré bleu qui se structurera et s'allégera par la suite. Il forme la bordure du tableau de 1 mètre par 1 mètre, accroché au centre de la composition de 2,40 m de côté. Et l'autre en or, qui intégrera le rose syrien en août 2009 sur les pointes, conformément à ce que j'avais pressenti plus de 25 ans auparavant, qui représente la porte ou la fenêtre permettant de contempler le ciel depuis la pièce où se tiennent les spectateurs. 4.2. Un trône était dressé dans le ciel. À quoi ressemble ce trône? Une chaise, un fauteuil, et où dans le ciel? Mon intuition me dit que s'il s'agit d'une vision divine, ce qui n'est pas précisé, mais sous-entendu, il ne peut être qu'au centre de tout. D'ailleurs, la relation avec la musique impose un point central. De plus, je sens qu'il s'agit de cette boule de diamètre 6 cm qui m'obsède depuis longtemps et qui m'est souvent apparue dans des visions en diverses couleurs, principalement or et bleu et parfois rouge. Alors quelle couleur lui donner? Après toutes ces années de recherche et d'essais divers, cette recherche est profondément œcuménique et je trouverai des précisions dans diverses religions. Celle pour la boule vient de l'hindouisme grâce à Ramakrishna, qui était un grand sage à l'expérimentation spirituelle très élevée. Il vivait à la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle et parlait longuement de la vision intense qu'il avait eue d'une boule bleue qu'il assimilait à Krishna, autre apparence divine. Ceci se trouvera confirmé dans la description de la vision d'Ézéchiel à la fin de l'Ancien Testament juif. D'aucuns y ont vu la preuve de la venue sur Terre d'un engin extraterrestre, alors que mes recherches m'ont fait comprendre qu'il décrivait la même chose que dans la vision de Jean, mais à une autre époque et sous un angle différent. Il décrit d'autres éléments qui m'ont permis de préciser certains détails et aussi de confirmer d'autres, comme les chants qui sont évoqués
accompagnés de sons ressemblant tout à fait à des sons de synthé. 4, 2. Siégeant sur le trône, quelqu'un. À quoi peut ressembler ce quelqu'un? 4, 5. 7 lampes de feu brûlent devant lui. Or, précédemment, au début du livre, il y avait 1, 12. M'étant retourné, je vis 7 candélabres d'or, et au milieu des candélabres, comme un fils d'homme, revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture en or. Sa tête, avec ses cheveux blancs, est comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux, comme une flamme ardente. Quelle couleur a sa robe? La réponse est plus loin. 3, 5. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc. Dans mon interprétation, il s'agit du même personnage, tantôt près, tantôt loin. Quand il est loin, on ne peut pas voir les détails qu'il décrit et qu'il va poursuivre. L'indication est donnée par les 7 candélabres. J'ai essayé de les représenter en peinture, mais elles ne rendaient pas l'impression de flamme. Quand je l'aurai réalisé avec des LED jaunes, toutes les descriptions concorderont. On peut remarquer qu'il est dit comme un fils d'homme. Ce n'est pas un homme, mais une pure figure géométrique évoquant un personnage. Je l'ai découverte des années auparavant. Le tableau qui la représente, et qui généralement fait une forte impression sur mes visiteurs, est accroché dans mon atelier, face à moi quand j'écris. Dans un carré de 80 cm de côté, on trace au centre une croix de 4 cm. Sur les côtés du carré, à partir de chaque angle, on marque 20 cm. De ces 8 points, on rejoint les extrémités de la croix, puis on trace les diagonales. Alors on voit apparaître une sorte de couloir avec 4 rails, entre guillemets, qui conduisent à la croix. Celle-ci, peinte à l'aérographe en blanc, forme une croix de Malte qui fait penser à quelqu'un debout, vêtu d'une longue robe serrée à la taille et les bras écartés pour accueillir chaleureusement et paisiblement. Quant à la ceinture d'or, l'image fluorescente finale comprend une croix centrale jaune fluo peinte sur le blanc, qui rappelle l'or. En lumière naturelle, on dirait une ceinture en or, et on oublie la verticale. Les yeux sont formés par la lumière quand le tableau est allumé et vont de pair avec 1, 16. Son visage, c'est comme le soleil qui brille dans tout son éclat. Et plus loin, dans la description de celui qui siège, 4, 3, celui qui siège est comme une vision de jaspe et de cornaline. J'ai su rapidement que le soleil, le jaspe et la cornaline devaient être représentés en pure lumière, donc derrière la peinture. Cependant, il me faudra attendre des années et le progrès de ces nouvelles sources de lumière que sont les LED pour pouvoir y arriver. Mais quelle est la couleur du jaspe? Actuellement, on considère que le jaspe peut avoir beaucoup de couleurs. Heureusement, mon emploi à la bibliothèque m'aura été très utile. Il m'a fait découvrir un livre professionnel sur les pierres précieuses avec de nombreuses photos en couleur et surtout leur historique. Grâce à cet ouvrage, j'ai appris que dans l'Antiquité, le jaspe était uniquement vert, légèrement bleuté et blanchâtre. Quant à la cornaline, c'était plus facile, orangé, verte et orange, confirmé par les nuances que je retrouvais le plus souvent dans mes visions. En plus, il n'y a pas grand choix de couleurs dans les LED. La face en soleil est formée par une LED jaune. C'est le point central de la composition vers où convergent toutes les images, le passage vers une autre dimension. 4.3. Un arc-en-ciel autour du trône est comme une vision d'émeraude. Cette description paraît simple à réaliser. Pourtant, que de questions et d'observations de vrais arcs-en-ciel. Mais je me méfiais de ce que je voyais, car ça ne marchait jamais quand je m'inspirais de quelque chose que je pouvais contempler de mes yeux, comme tout un chacun. Il fallait que l'image me vienne par intuition
imagination et surtout par inspiration. J'en suis arrivé à penser qu'il ne s'agissait pas d'un vrai arc-en-ciel, mais une composition y faisant penser. Alors j'ai expérimenté des quantités de façons pour exprimer cette figure de base, qui devait être réalisée et réussie avant d'aller plus loin. À quelle distance de la boule? Quelle devait être la couleur de l'espace entre les deux? Quelle densité de couleurs, à peine visible ou fortement exprimée? Pour essayer de répondre aux questions que chaque élément du livre lié à la composition picturale m'inspirera, je serai obligé de peindre, en petit ou en grand, une multitude de tableaux esquisses. Et encore, effacer et recommencer. Je ne disposais pas d'ordinateur, sur lequel il suffit de cliquer pour modifier l'image, qui de toutes les manières devait être réalisée en vraie grandeur. Chaque changement demanda des heures ou des jours de travail, sans rétribution autre que la jouissance incomparable de la création. Et avec en plus le coût de la peinture, de la toile, des châssis, etc. Et encore, le vert vers le centre ou vers l'extérieur. Et un arc-en-ciel qui donne une vision d'émeraude. De nombreux autres points du livre de l'Apocalypse m'interpelleront de cette façon. Et il me faudra de nombreuses et longues années pour trouver les solutions qui se trouvaient confirmées par une illumination particulièrement intensive à chaque réussite. 31 octobre 1994. Papa me rend visite. Ces visites sont rares. Bien que ne comprenant pas ce que je fais et ne cherchant surtout pas à comprendre, une fois il m'a même dit qu'il ne voulait pas entendre mes explications. Il s'intéresse à mon évolution picturale, surtout quand elle permet de me faire parler de moi dans les médias. La séance se passe bien, et il m'invite dans un bon restaurant après. Tout va bien, mais déjà en cheminant dans la rue, il y a comme une tension qui va en croissant pendant le repas, jusqu'à la limite de l'explosion. Je sais que nos relations ont toujours été plus ou moins tendues, ce qui fut une des raisons qui m'ont éloigné de l'entreprise familiale. Que j'ai tendance à être trop réactif, trop prompt au coup d'éclat, à la colère, tout en redescendant très vite, sans rancune, soupolé. Cependant, ce soir, l'agressivité a été trop importante par rapport aux motivations. Après son départ, je me rends compte que ce n'était pas normal, exagéré, disproportionné. Pourquoi? En réfléchissant, je me rappelle que Franck aussi s'était montré exagérément agressif, sans vraie raison, à certains moments, et d'autres personnes aussi. Seul point commun, une écoute dans l'extasium. Moi-même, je me sens nerveux depuis un bon moment. J'ai compris. Ce sont les boules sur les murs qui donnent les boules. La déformation de l'onde sonore en une multitude de petites sphères provoque de l'agressivité chez les auditeurs. Aussitôt réalisé, aussitôt démonté. Pour les remplacer par quoi? On parle depuis longtemps de matériaux qui seraient efficaces. Les plateaux à œufs au relief particulier. Au moins, ça ne coûtera rien. Pendant plusieurs semaines, je vais à la fin des marchés, accompagné de Fumi, récupérer tous ces plateaux qui sont jetés. Ensuite, je les colle un par un avec de la colle à chaud sur tous les murs et le plafond. C'est vrai qu'il y a une certaine efficacité, mais leur aspect est un peu triste et le son étouffé. Pour pallier à ces inconvénients, j'entreprends de les peindre en 2 couches de couleur or. Essayez de peindre une boîte à œufs dans cette sorte de carton absorbant. Vous m'en direz des nouvelles. C'est long, très long. Heureusement que j'ai toujours été d'une grande patience. Par contre, le résultat final est visuellement impressionnant. La pièce, totalement or, a des reflets partout. La lumière éclate de tous les côtés. On est transposé dans un autre monde. Mais acoustiquement, ce n'est pas encore ça. Et les boîtes à œufs vont bientôt disparaître.